La montagne m'a malheureusement, elle m'a apporté beaucoup, mais elle m'a malheureusement, dans les dernières années, beaucoup pris. Et j'ai enterré beaucoup trop d'amis en montagne pendant un laps de temps très court. Le monde de la montagne dans lequel vous traînez tous les jours vous rappelle à l'ordre tous les jours. Et à un moment donné, c'est un alignement des planètes. C'est plein de signes du destin qui vous disent le prochain, peut-être que ça va être toi. Moi, j'ai encore souvenir que j'ai fait des stages et on allait boire un café dans un bar à Chamonix et par deux fois, les 5 autour du café, je suis le seul survivant de ces 2 tables. Éric Meignet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc auteur du livre Secours en montagne. Vous êtes un ancien du PGHM, d'abord aux alentours de Grenoble, puis ensuite d'Annecy. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est le PGHM ? Alors le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. C'est une unité particulière qui s'occupe du secours en montagne et la gendarmerie a la possibilité de faire les secours en montagne dans tous les départements où ça peut se justifier. Dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les massifs secondaires et en Corse et à La Réunion. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel a été votre parcours ? Pourquoi être entré en gendarmerie et plus spécifiquement pourquoi donc le PGHM ? Alors, moi, je suis déjà originaire de Briançon, dans les Hautes-Alpes, et c'est vrai qu'on voit très souvent passer l'hélicoptère au-dessus de nos têtes, et qu'on sait que c'est une unité qui est vouée à aller chercher des gens qui sont blessés, qui sont disparus, et qui c'est important de leur porter secours. Donc c'est vraiment la thèse ce sont des héros, ça c'est ce qu'on dit au départ. Et c'est vraiment quelque chose qui me plairait de faire. Donc après la gendarmerie, parce que mon papa était gendarme, et je trouvais que l'habit bleu et les valeurs, pour moi, c'était très important. Et après, si en plus je peux, dans cet habit bleu, aller chercher les gens et puis tenter de leur sauver la vie avec l'équipe constituée, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vais donc partir d'un fait d'actualité. Ouais. C'est un fait assez récent qui a eu lieu donc en Everest. 3 alpinistes français qui ont disparu. Vous, quand il y a une disparition qui est signalée en montagne, quel est le premier réflexe que vous avez dans le peloton de gendarmerie ? Alors c'est très compliqué parce qu'il faut faire une recherche de renseignements avant de partir. Maintenant je donne quelques petites conférences dans les entreprises et je mets toujours une photo d'avalanche et je leur dis qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes de permanence, vous y allez. Beaucoup veulent monter dans la machine tout de suite, mais déjà c'est où ? Il faut savoir la localisation exacte, il faut savoir la face exacte, il faut savoir l'altitude. Et là, c'est encore plus compliqué, parce que le secours au Népal n'est pas du tout organisé de la même façon. Les altitudes sont très contraignantes par rapport à la machine. Pour treuiller, c'est quasiment, à cette altitude-là, c'est quasiment impossible. Ça pourrait un peu plus bas, mais là, c'est vraiment de l'ordre de l'impossible. Il y a tout ce cursus. On va les chercher où ? Ils sont combien ? Il y a toute cette petite recherche de renseignements. Si un témoin nous appelle en nous disant c'est à tel endroit précis, pour nous c'est beaucoup plus simple, on arrive à se coordonner, on arrive à partir très vite en intervention. Si on ne sait pas et que les gens sont portés disparus, il faut déjà savoir à peu près où ils sont. C'est compliqué de sortir une machine, de sortir tout un équipage pour aller survoler le massif de l'Isère, pour savoir où sont partis les gens en montagne. Donc il faut que ce soit plus précis. Donc ça c'est déjà la première préoccupation, c'est d'avoir la localisation exacte de la personne. Ou au moins un massif, et si en plus on peut avoir une face, un nom de montagne à peu près où ils sont allés, ça peut déjà nous aider un peu plus en avant. D'accord. Une fois que vous avez peut-être une localisation qui vous est donnée, des indices, sur place, comment vous procédez ? Donc là, par exemple, dans ce cadre de personnes disparues dans un massif, quand vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous pouvez être amené à faire ? Alors quand on arrive sur place et qu'on a localisé les personnes, on fait tout de suite un bilan. Donc avant même de sortir de l'hélicoptère, à la phase où on ouvre la porte éventuellement pour descendre, alors soit pour descendre, soit pour être treuillé. Donc c'est le bras articulé que le mécanicien utilise et puis avec un petit câble en fer qui nous permet de nous descendre et puis d'être au plus proche de la victime. À partir de ce moment-là, on va vraiment anticiper, regarder est-ce qu'il y a des chutes de pierre, est-ce qu'il y a un danger objectif autre qui peut de suraccident. Et quand on a ça, après, on arrive et tout de suite, la priorité, c'est de récupérer l'état et le bilan tout de suite rapide de la victime. Et à partir du bilan, en fonction de l'analyse du terrain, où on est, l'altitude, la gravité, on décide on peut travailler sur place, un minimum, pour la stabiliser le maximum possible avec le médecin.
Il y a des fois où on est obligé de la conditionner au plus juste, au plus près, très rapidement, pour l'extraire, parce qu'on est plus dans une phase d'extraction d'urgence. Et puis après, on va se poser à un endroit où il y a moins de risques pour la personne qui va travailler dessus, le médecin et toute l'équipe, et même pour l'équipage. Si l'hélicoptère reste très longtemps en vol, c'est compliqué de se mettre en danger avec les chutes de pierre. Et du coup, après, quand on a sécurisé, évacué, on peut travailler. Ou on travaille directement en adéquation avec le médecin. On procède à tout ce qu'il a l'habitude de faire, on le suit sur le bilan, on le suit sur les gestes, on l'aide à faire tous les gestes qu'il a besoin de faire, on l'aide à préparer aussi toutes ses drogues et tout le matériel dont il a besoin, on l'assiste, on est une aide à la médicalisation. Et après, on conditionne la victime et on l'évacue et on n'oublie pas de passer le bilan, parce que c'est très important d'arriver à l'hôpital avec tout le monde qui est au courant de ce que a le client et ce qu'ils ont besoin de mettre en place en arrière-plan derrière. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive, donc là c'est le cas du Népal, est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que ça arrive à des gendarmes du PGHM d'être dépêchés à l'étranger? C'était le cas là-dessus. Il y a eu 14 gendarmes du PGHM et du CNISAG qui sont partis, c'est le centre de formation de la gendarmerie à Chamonix. Il y a eu un groupe de 14 personnes qui sont partis, mais c'est toujours très long. Il y a des autorisations, il y a du matériel, il y a le vol. Et après, quand on est là-bas, il y a forcément aussi une acclimatation, une accommodation et surtout une acclimatation à avoir par rapport à l'altitude. Et à partir de là, on aurait pu être opérationnel sur place qu'au bout de quelques jours. Et entre-temps, c'est un peu ce qui se passe de manière naturelle au Népal. C'est les différents camps de base qui est un peu plus loin. C'est la solidarité des guides ou des professionnels de la montagne qui se trouvent sur place et qui viennent donner un coup de main parce qu'ils sont meurtris et qu'il faut essayer de retrouver ces jeunes qui étaient disparus. Donc oui, ça arrive de temps en temps que le PGHM puisse dépêcher à l'étranger des personnels. Ça vous est arrivé Pas pour moi. D'accord. Je n'ai pas eu cette opportunité-là, que ce soit au Népal, au Liban ou de temps en temps en Afghanistan sur des endroits un peu précis en montagne. Je vais vous montrer maintenant un deuxième, donc là cette fois un extrait vidéo. Donc c'est une vidéo d'avalanche. Alors ça c'est déjà une avalanche, ce qu'on appelle de poudreuse. La neige est fraîche, elle vient de tomber, elle est très très légère. Donc, du coup elle a double effet, là on le voit très bien, c'est un très très gros nuage, elle va très vite. Ça peut frôler les 200-250 km/h. Donc ça a ce qu'on appelle un effet blast. Donc c'est quelque chose comme une balle. Avant même d'avoir ce nuage sur soi, juste devant, on a une grosse énergie cinétique qui vient vous pousser avec une énorme force qui vient derrière. Et ça, c'est déjà très dangereux. Il n'y a pas beaucoup de skieurs qui peuvent lui échapper à ce moment-là avec la vitesse qu'elle a. Donc là, pour échapper à une avalanche, ça serait plutôt sur les côtés. Déjà, la meilleure façon, c'est surtout de ne pas la déclencher et de ne pas se retrouver dedans. Mais ça, c'est un autre débat, on en reparle. Mais c'est compliqué, quand on est pris dedans, il y a très peu de chance. Là, c'est un effet dévastateur parce qu'elle va très vite, les arbres, elle s'en fiche un peu, elle a beaucoup de volume et elle descend très très vite avec un grand front devant, avec une très grosse largeur. Ouais, potentiellement, celle-ci, elle est très très impressionnante. Et vous disiez que c'est un type d'avalanche, il y a d'autres types d'avalanches que vous pouvez nous décrire? Oui, alors les avalanches, elles dépendent aussi de la constitution du manteau neigeux, c'est-à-dire que quand on est plutôt en fin de saison, au printemps, on a plus de chaleur, donc on a un manteau neigeux qui transpire plus, qui s'est déjà transformé, et on a beaucoup de ce qu'on appelle la TEL, la teneur en eau liquide. C'est beaucoup plus humide, c'est beaucoup plus des blocs, donc elle va aller beaucoup moins vite, elle va se déplacer beaucoup moins vite, mais elle est plus puissante sur les obstacles qu'elle va rencontrer. Là, les arbres, ça fait pas grand-chose, si ce n'est que ça va mettre énormément de blanc de partout, de neige. Il y en a quelques-uns, les plus fragiles, peut-être que ça va les coucher. Mais globalement, une neige avec beaucoup de volume et de masse d'eau et qui se déplace moins vite, c'est un char d'assaut qui passe dans la forêt et qui explose tout ce qu'elle trouve sur son passage. Oui, il y en a d'autres aussi, mais ça dépend, la gravité, quand vous êtes pris là-dedans, ça dépend de la distance que vous pouvez faire dedans, ça dépend de la qualité de la neige, puis ça dépend des obstacles. Si c'est une grande combe que vous faites prendre au début, vous avez peut-être potentiellement plus de chances d'être récupéré quasiment intact dans l'avalanche. S'il y a des barres rocheuses, s'il y a des arbres, s'il y a des obstacles,
on va commencer à parler de polytraumatisé. Peut-être que vous avez une jambe cassée, un fémur, peut-être que... Et puis, oui, ben, au bout d'un moment, ça, plus la distance, plus longtemps sous la neige, plus le froid, etc., ben, après, on a des cas qui s'accumulent et malheureusement, ça peut vite dégénérer et ça peut être vite dramatique, une avalanche. Vous disiez éviter de provoquer une avalanche. Quels sont vos conseils justement pour éviter de... Et une énorme connaissance du manteau neigeux. J'ai eu l'opportunité de faire partie d'un jury de films il y a quelque temps à Bourg-Saint-Maurice et j'ai aimé un des films où pendant la crise de la Covid, un groupe de skieurs s'est dit on va en ski de randonnée, mais on va aussi changer notre comportement, c'est-à-dire qu'on va plus étudier la neige, on va plus la gratter, regarder toutes les couches, on va vraiment aller plus en avant. Le DVA, c'est bien, mais est-ce qu'on sait vraiment s'en servir? Et ils ont fait des stages et ils se sont aperçus que le matériel qu'ils possédaient, ils ne le maîtrisaient quasiment pas. Et puis les règles de sondage, comment on sonde avec le triptyque, c'est pelle, sonde, ARVA, DVA. Et quand vous avez localisé une personne avec un DVA au son, derrière c'est très très important, c'est la deuxième, ça va avec, ça va de pair, c'est la sonde parce que vous savez pas vraiment où est la personne. Et après c'est le pelletage, on ne pelte jamais comme un trou à côté de la sonde, mais on va essayer de descendre un peu plus bas et d'évacuer plus la neige en arrière pour accéder directement au bas de la sonde qu'on a plantée en référence. Donc si on ne s'entraîne pas, on n'est pas bon. Donc la connaissance du manteau neigeux, après bien prendre en compte tous les paramètres. Si c'est un risque d'avalanche qui est classé sur 4 sur 5, eh ben, on va éviter d'aller en hors-piste, on va éviter de prendre des pentes trop raides à plus de 30 degrés. Il y a plein de petits facteurs et plus on fait ça, plus on met le côté chance de ne pas être pris par l'avalanche de notre côté. Mais c'est quand même à nous de travailler sur ce facteur chance. DVA, juste pour rappel, c'est détecteur de victimes d'avalanche. Oui, c'est ça, c'est un boîtier, maintenant très très électronique, qui émet un son comme un genre de sonar sur 457 MHz ou kHz, j'ai juste un doute là-dessus. Et ça émet un son et on est en émission, et dès lors que la personne se fait prendre par l'avalanche, les autres peuvent basculer en mode réception, et après donc on cherche le bruit que le collègue émet. Donc c'est conseillé à toute personne qui part en montagne, en randonnée, d'en avoir, même obligatoire. C'est une obligation éthique. Quand on ne l'a pas, il faut s'abstenir de sortir en montagne. Parce que au bout de 20 minutes, on peut perdre potentiellement 90% de chances de survie dans une avalanche. Le temps, c'est l'ennemi de l'avalanche. Et plus vous allez passer du temps dessous, sous la neige, plus vous avez de séquelles, voire ça peut être dramatique. Donc si on peut vous récupérer dans les 4, 5, 6 minutes, c'est parfait pour vous et c'est parfait pour nous. Donc sans ça, c'est vraiment très très compliqué. C'est chercher une aiguille dans une meule de foin. On part en règle générale, déjà ça dépend énormément du nombre de personnes qui est ensevelie. Si on sait de source sûre qu'il n'y a qu'une seule personne ensevelie, on va partir avec l'équipe constituée. Si on a l'opportunité de récupérer tout de suite un chien pour une équipe cynophile, c'est bien. Donc là on part entre guillemets léger. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire partie d'avalanche où il y avait déjà au bilan, déjà au départ, 12 personnes qui se seraient fait emporter par l'avalanche. Donc là, c'est tout de suite, on fait partir la plus grosse équipe tout de suite, et puis derrière, c'est dans la foulée, qui c'est qu'on va faire revenir à côté de la machine pour repartir, parce qu'il va falloir beaucoup de monde. Là, c'est une course contre la montre. Hein. Toutes les minutes qu'on perd, toutes les secondes qu'on perd, c'est potentiellement des gens qui vont mourir. Donc c'est très très important. Donc quand on arrive sur place, une équipe constituée globalement, c'est toujours deux secouristes, un pilote, un mécanicien, un médecin. Donc le pilote et mécano continuent à rester dans la machine. Le médecin vient sur place avec nous, avec les 2 secouristes. Là, il faut absolument qu'on recoupe le renseignement, voir le témoin, savoir s'il était bien seul, qu'on corrobore tout ça, et puis déjà savoir où il a été vu pour la dernière fois, s'il était vu à côté d'un rocher, d'un arbre, parce que du coup, ça va nous enlever le fait de travailler au-dessus et de rechercher au-dessus, et on va vraiment focaliser notre attention sur le bas. À partir du moment où on l'a plus vu à côté du rocher, on va déterminer un axe et on va plutôt focaliser notre attention là-dessus. Du coup, on gagne énormément de temps. Et après, si on a un chien, c'est parfait, parce qu'en plus du DVA, on peut récupérer l'équipe cynophile, et avec les odeurs, le chien est hyper performant.
Et puis après, ça sera, si ça dure et qu'il n'y avait pas de DVA, ça sera de faire monter beaucoup de monde. Et puis en fonction des indices qu'on a, de mettre des gens alignés les uns à côté des autres et de faire ce qu'on appelle des vagues de sondage. Et puis après, des vagues très précis, après des vagues un peu plus rapides, un peu plus longs, un peu plus dispersés. Ça, c'est au tout début pour essayer de cibler. Et après, au fur et à mesure, on va affiner. Mais ça, c'est vraiment beaucoup de temps perdu. Et à chaque fois, le pourcentage de chance, il s'amenuise fortement. Donc vous êtes aussi aidé par la gendarmerie, donc la gendarmerie départementale. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous aider dans ces cas-là ? Alors nous, dans le PGHM, il est systématiquement secondé dans chaque zone montagne par ce qu'on appelle un GMG, un groupe militaire de la gendarmerie, montagne gendarmerie. Ce sont des gens que l'on encadre très souvent sur des stages en interne. Ils ont des qualifications montagne qui attraient complètement la gendarmerie. Et ce sont des gens, des renforts, des forces vives qu'on peut mettre en route très rapidement sur des recherches de personnes, outre l'avalanche, sur d'autres recherches, des personnes disparues en montagne, sur des sentiers de randonnée, on ne sait pas vraiment où ils étaient, on a des secteurs très vastes. On est obligé de ce qu'on appelle monter en puissance, et cette montée en puissance, elle s'effectue aussi avec cette capacité de récupérer des gendarmes départementaux, et de temps en temps même la gendarmerie mobile, qui possède des gens qui ont des qualifications en montagne avérées. Et derrière, on fait une montée en puissance, et puis on peut travailler et projeter beaucoup plus de monde sur le terrain. Après, on a des associations de secours qui appartiennent à quelques départements. Et puis après, on a tous les autres organismes d'État. On a nos collègues de la CRS Alpes qui viennent nous donner un coup de main en renfort si on les sollicite. On a les GMSP, les sapeurs-pompiers dans certains départements qui peuvent aussi venir nous donner un coup de main. Donc le but, quand c'est grave, c'est qu'on ait la capacité d'aller récupérer pas mal de personnes dans des structures qui existent déjà. Je vais vous montrer maintenant un 3e extrait. Donc vous connaissez plutôt... Je l'ai vu du coin de l'œil. Alors c'est un secours qui a été fait sur Chamonix et la vidéo elle est à la phase de récupération. C'est-à-dire que l'hélicoptère va arriver et c'est le témoin qui filme. C'est pour ça qu'à la fin il crie, je le sais, j'anticipe. Moi je l'utilise beaucoup parce que cette photo a fait la une des médias, le pilote avait été invité sur des plateaux télé, ça semble, vu de l'extérieur, et c'est tant mieux, c'est très bien qu'on s'arrête dessus et que ça fasse une très grosse pub pour la gendarmerie et puis pour tous les spécialistes du pilotage, parce que ce sont des gens fabuleux. Mais ce qu'il fait là, on le vit au quotidien. Ce qu'il est capable de faire, d'arriver, de se poser dans la neige, de frôler les pales contre la paroi ou contre la combe neigeuse, il a dû le faire 2, 3, 4, 5 fois par jour à cette époque-là. C'est pas ça qu'il faut regarder. Je trouve que ce qu'il faut vraiment regarder, ça a l'air très fluide, ça a l'air très facile. Vu de l'extérieur, c'est quelque chose qui déroule et on se demande comment ça a été fait. C'est tout ce qui a été fait avant. C'est le nombre d'heures d'entraînement, c'est la communication, parce qu'ils sont déjà venus, ils ont déjà posé l'équipe avant qui a travaillé. Quand ils arrivent, ils sont déjà en capacité de demander si les conditions ont changé, donc on se fait confiance. Le pilote a énormément confiance au secouriste qui est sur le terrain. Et donc du coup, on décide, plutôt que de faire un treillage très court avec l'équipe, avec beaucoup de matériel, on décide, ok, je viens, ça n'a pas changé, j'ai les mêmes éléments que tout à l'heure, je l'ai déjà fait, je le connais, je maîtrise mon niveau de pilotage, j'ai vraiment confiance en la personne, j'arrive, je me pose. Et ça, ce qu'on ne voit pas et surtout ce qu'on n'entend pas, c'est cette communication qu'il y a tout le temps où il monte, tout le temps où il se pose. Le pilote, il est en accord avec le mécanicien derrière. Il lui dit est-ce que ça va, est-ce que j'ai le plateau, est-ce que j'ai l'assise, est-ce que j'ai ouvert la porte, attention, il monte. Comme ça, il peut compenser le poids. Tout ça, c'est une communication constante des éléments. Et ça, c'est juste formidable. Je l'utilise beaucoup dans les conférences parce que ça paraît facile, ça l'est. Vu visuellement de l'extérieur, ça déroule, c'est rapide, c'est joli. Mais c'est une source d'expérience et c'est une expertise phénoménale, mais qui s'appuie sur plein de choses. Si ça paraît tellement facile à l'œil nu, c'est que, comme un sportif de haut niveau, il y a énormément d'entraînement derrière. Il y a eu des moments, ça s'est peut-être moins bien passé. On a laissé aussi des copains sur le terrain qui sont décédés, pour qu'à un moment donné, ça, pour les vraies victimes, ça soit beaucoup plus facile et qu'on soit hyper performant et qu'on perde pas de temps. Ah. Je savais qu'il allait dire ça aussi, donc oui, il est surpris. Et après, il dit chapeau les mecs. Incroyable, les gars. Incroyable. Ouais, mais c'est prenant parce que vu de l'extérieur, c'est là où on se dit, en fait, on a un gros niveau d'expertise. Ça semble facile et les gens, à chaque fois, on les surprend. Ils sont stupéfaits de la qualité de travail. C'est du drill, c'est de la répétition. On maîtrise chaque geste qu'on fait, du pilote jusqu'au mécanicien, le médecin, les deux secouristes.
Et quand toute l'équipe maîtrise sa capacité et sa technicité et que ça discute sans arrêt pour qu'on puisse réajuster le poids dans la machine, le vent qui a été bougé, c'est facile. Et ça, du coup, on obtient une performance. Et ça, c'est juste extraordinaire, ce travail d'équipe. Donc il y a un grand aspect de la communication en fait dans votre méthodologie de travail qui est primordial en fait. Oui, même depuis le début, quand on a une intervention, si demain le même secours, vous me mettez dans la machine, j'écoute pas le pilote, je peux pas lui parler, j'entends pas où on va. Quand on ouvre la porte, je découvre la victime, je sais toujours pas ce qu'elle a, je découvre la localisation où je suis, il faut que je prenne en compte l'environnement au dernier moment. Ben, on est très très loin de la performance. Je vais descendre, je vais avoir un peu d'appréhension, quasiment de la peur, je vais être obligé d'analyser, regarder où je vais être obligé de reprendre le bilan. En fait, c'est une perte de temps. Et puis, au niveau émotionnel, je serai très bas. J'aurai très peur, j'aurai beaucoup d'angoisse. Alors que là, je m'appuie sur des choses que je connais, dans lesquelles on a complètement discuté. Je descends, je sais à peu près où je vais aller. C'est juste ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Est-ce que ça correspond vraiment là où je suis maintenant ? Donc là, très facile d'analyser et de se mettre tout de suite dans la situation. Le geste, le mousqueton, etc. ne souffre d'aucune contradiction intellectuelle parce que j'ai pas peur. Ou j'ai moins peur, j'ai du stress par rapport à plein d'autres choses, mais je maîtrise complètement le sujet. Donc la communication, c'est complètement la base de notre métier. C'est une obligation. D'ailleurs, en parlant de communication, c'est une petite anecdote que vous donnez dans l'un des premiers chapitres du livre. Ah, j'aime pas, je sens que vous voulez. vous parlez d'un surnom qu'on vous a donné. Oui, complètement. Motorola 38. Exactement. Ouais, carrément. C'est le premier secours seul. Ça fait quelques années, 1 an et demi, 2 ans que je suis à l'unité. Et puis, je suis toujours en binôme avec quelqu'un. Je suis jamais seul dans la machine parce que j'ai pas encore les compétences. On m'a pas encore lâché pour que je puisse faire mon secours et que je puisse le gérer. Et puis, ce jour-là, on me laisse partir sciemment sur une intervention. C'est ce que j'appelle la bobologie. Dans notre jargon, c'est une rupture des ligaments croisés, une suspicion au sommet de l'Alpe d'Huez, à plus de 3000 mètres d'altitude, à côté d'une piste. L'hélico se pose à 20 mètres. Je descends, je vais voir. Donc il semblerait que ce soit le bon moment, que je puisse gérer tout ça. Donc je monte et puis j'ai l'impression d'en faire juste. En fait, j'en fais 10 fois trop. Je regarde 450 fois mon sac si j'ai oublié quelque chose. Et puis, j'utilise le bouton poussoir de la radio pour rendre compte, sans arrêt, pour appeler le pilote qui est 20 mètres derrière alors que j'aurais pu me déplacer. Et puis, au bout du compte, tous les anciens du PG m'ont surnommé Motorola 38 parce que 38, c'est le numéro du département et Motorola, c'était le nom du combiné, la marque du combiné qu'on utilisait. Ouais, c'est quelque chose qui est resté. Mais on a tellement peur de mal faire qu'on se dit que je vais en faire encore plus et puis je vais essayer d'être carré. C'était rigolo. Ça ne prête pas à conséquence, mais c'est vrai que c'était rigolo. Est-ce qu'il y a des cas où, justement, vous ne pouvez pas prendre l'hélicoptère ? Est-ce qu'il y a des moments où vous décidez de ne pas prendre l'hélicoptère et comment vous procédez dans ces cas-là ? Oui, ça arrive. 90-95% à peu près, c'est du secours à personne avec le moyen héliporté. Quelquefois, il fait très très mauvais, vraiment pourri. L'hélicoptère s'est bâché, donc il peut pas passer la couche soit vers le haut, soit vers le bas. Et quelquefois, on est obligé d'y aller en voiture, et puis finir en ski de randonnée, ou finir à pied, ou travailler avec une station locale si c'est pas très loin, pour qu'elle puisse là-haut nous prêter un matériel, ou nous acheminer. On peut utiliser des dameuses, des stations de ski pour vraiment nous ramener au plus près. Tout est autorisé pour accéder le plus rapidement possible à la victime. Sans hélicoptère, on peut. On rajoute du temps pour le déplacement. Donc forcément, la personne, elle attend encore un peu plus longtemps sur le terrain, malgré toute la rapidité qu'on essaie de mettre en place. Et bien du coup, son bilan, il évolue dans le temps. Il peut vite retomber, il peut vite s'effondrer, et puis ça peut vite devenir dramatique. Donc c'est aussi une course contre le temps, mais avec les moyens qu'on a. Une autre question par rapport cette fois à l'hélitreuillage. Est-ce que vous n'avez pas des frayeurs parfois en étant héliporté justement ? Hélitreuillé, pardon. Le treuil, il faut savoir qu'il fait 6 mm. Donc on a l'impression que sur le dessin, on a été obligé de le mettre encore un peu plus gros sur la couverture, parce que sinon on ne le voit pas. 6 mm c'est peu. Et puis en fait, tout le système de treuil, c'est un treuil où il n'est pas fixé au bout, il est vraiment pris par le poids, etc. Du coup, quand on sait tout ça, on peut avoir de l'appréhension.
C'est plus l'appréhension de l'aérologie et comment on peut stabiliser la machine. Le treuil, on est vraiment... puis quand on est au bout, après on peut vraiment plus rien faire. On est vraiment spectateur du système. L'appréhension, non, c'est vraiment un moyen d'accéder très rapidement et de vraiment faciliter la stratégie. S'il fallait systématiquement uniquement se faire poser 300 mètres plus haut sur le côté, donc on sait pertinemment qu'on gagne du temps. Après, ce qui est intéressant aussi dans le treuillage, je dis pas que j'ai jamais eu peur. Dans le livre, il y a un discours où j'ai été rentré à la Grave et je suis passé à côté du refuge du promontoire. Et la machine, en fait, elle était en train de descendre très fort comme ça. Et moi, j'étais derrière, en fait. J'étais au-dessus de la machine. J'étais plus haut et j'étais tenu par le câble. Et je suis passé après la machine, à côté de la terrasse du refuge du promontoire, où ils étaient en train de manger. Je pense que je leur ai coupé l'envie de manger. Et après, il a stabilisé la machine. Il cherchait la portance. Et puis après, il est reparti. Mais du coup, j'ai fait quelques kilomètres en dehors de la machine. Oui, ça fait peur. Et le gros avantage, c'est que quand on est en période de secours, en fait, on a une vision complètement différente que celle qu'on a dans la machine où on essaie de se projeter vers le bas. Là, on arrive, il n'y a rien autour de nous, si ce n'est nos pieds, notre sac. Et finalement, on arrive à pouvoir concevoir un peu plus la manip quand on arrive du haut. Et c'est vraiment une vision, du coup, on se raccroche à ça. Plutôt que d'avoir peur, on se dit c'est cool maintenant, je vais pouvoir mieux voir, je vais pouvoir mieux anticiper. Puis avec le mécano, on va peut-être pouvoir travailler différemment. Finalement, je voulais me faire poser là, me treuiller là, puis finalement, peut-être que 2 mètres à côté, l'écaille, le bloc, le rocher, finalement, peut-être que ce sera plus juste. Puis on affine au fur et à mesure et on s'adapte. Nouvelle vidéo, donc cette fois par rapport à une chute de pierre. Ouais. Pour ne pas faire que de la montagne l'hiver, parce que la montagne, c'est toute saison. Et on fait plus d'interventions l'été. D'accord. Alors ça, si je ne m'abuse, c'est le couloir du goûter. C'est cela. Ce que l'on appelle le couloir de la mort, avec le câble qui traverse. Ouais. Bah moi j'ai amené des gens en montagne et on a eu une chute de pierre un peu moins grosse que ça, mais semblable. Et on venait de le traverser, on s'était caché en face et les cailloux ont ricoché de partout et c'est venu taper juste au-dessus de nos têtes, un peu plus haut. Et on sentait l'odeur du silex. Voilà, alors là pour le coup on a vraiment tous peur. Ça c'est dramatique parce que c'est vraiment des dangers qu'on appelle objectifs, c'est qu'on ne peut pas maîtriser. Ça peut être des bouquetins, des chamois, ça peut être, et là c'est dû au réchauffement climatique, parce que le sommet de ce couloir-là, c'était une ancienne poche de neige et de glacier, et que le permafrost, le gel et le niveau de gel minimum pour tenir les pierres, bah, il est en train de monter avec l'altitude, avec le réchauffement climatique, et chaque année, du coup, bah, il y a des nouvelles pierres qui tombent, et puis bah, c'est la petite pierre qui tombe, qui bouge un peu plus grosse, et puis en bas, c'est des tombeaux de pierres qui tombent, c'est des grosses pierres. Ça, c'est dramatique, parce que chaque année, on les voit jamais arriver. Si on a le nez dans le guidon et qu'on regarde ses pieds et qu'on n'est pas attentif à ce qui se passe, on a vite des gens qui les prennent contre eux, et c'est vite dramatique, parce qu'une pierre, même une petite, avec la vitesse, c'est un vrai projectile, donc ça peut faire vraiment des drames. Ça, c'est pas facile en montagne. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Et de plus en plus, l'été, on a des falaises qui bougent, des cailloux qui tombent, et puis on a des pans complets d'histoires qui partent. Audru, ça tombe très souvent, et les voies qui ont été gravies il y a quelques années n'existent plus. Et puis, il y en a d'autres, dans d'autres faces. Ouais, ça fait peur, parce que du coup, on est capable de partir des fois avec des frigos complets, avec un caillou qui fait des centaines de tonnes, et même si on est dessus et qu'il y avait un ancien relais qui était posé là, on n'est pas à l'abri que celui-là, il parte. C'est une attention de tous les instants, ça devient compliqué la haute montagne, avec ses hauts et ses bas en température, donc ça amène des accidents plus nombreux, en tout cas dans ce cadre-là, oui. Vous étiez en service lors de l'éboulement du Mont Granier Non, j'étais à Grenoble, mais j'étais pas de service. C'était pas nous dessus. Oui, mais c'est des centaines de tonnes de pierres, et ça fait peur à Chambéry, qui est juste à côté. Ça fait un bruit énorme. On a l'impression que toute la montagne part. Ça défigure tout. Et puis si vous êtes dedans à ce moment-là, c'est vraiment pas de chance, quoi. C'est vraiment dramatique. Non, c'est exceptionnel. Et ça ne touche pas que la haute montagne, la preuve. Le Mont Granier, c'est
un sommet au bout de la Chartreuse qui domine Chambéry. C'est pas très haut en altitude. Et du coup, même là, alors là, c'est plutôt le réchauffement, c'est la capacité de tenir en lévitation plein de pierres. Et puis, c'est ce qu'on appelle, c'est un massif un peu pourri en qualité de rocher à certains endroits. Certains sont très sains et d'autres très, très pourris. Et le réchauffement climatique, peut-être aussi la succession de micro-séismes pendant des décennies, ont fait qu'à un moment donné, le point de rupture est atteint et ça part. C'est un peu comme les séracs en montagne, les bouts de glacier qui avancent. On ne sait jamais quand ils vont tomber. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont une grosse avancée du haut qu'ils vont plus facilement tomber que quand c'est le bas le point de rupture, il peut s'effectuer là. Donc, on ne peut pas dire à l'avance quand ça va partir. Après, on sait à peu près. Il y a des endroits qui sont pourris, il faut éviter de mettre les pieds. Mais malheureusement, ces endroits pourris ont tendance à se régénérer un peu à d'autres endroits avec l'évolution du réchauffement. Donc face à ça, en fait, on est impuissant et la seule réaction peut-être qu'on pourrait avoir en montagne, c'est essayer de se cacher derrière un gros rocher. Ouais. Oui, là, vous êtes à côté, la preuve, sur la vidéo que vous m'avez montrée, il y a des gens qui sont tout de suite à côté du câble. Donc déjà, ils sont vachés au câble parce que pour éviter d'être emportés, parce que c'est peut-être pas forcément la petite pierre qui va vous tuer, c'est peut-être que la petite pierre va vous faire perdre appui, va vous faire tomber, tanguer ou perdre l'équilibre, vous tombez et après c'est la chute qui va vous tuer. Donc déjà, d'être attaché au câble, c'est important, d'essayer de se vacher quelque part, une sangle, et puis après de se clipser sur la sangle avec un mousqueton, et puis d'essayer de s'écarter le plus possible de l'axe du couloir avec les chutes de pierre et d'essayer de se cacher derrière les plus gros rochers. Et d'être toujours en alerte, parce que peut-être que le gros rocher, finalement, il va en prendre 2-3 et puis qu'il va commencer à bouger. Il n'y a pas de règle d'or, là. Là, c'est plutôt, on redevient l'aspect animal de protection et on va essayer de faire au mieux pour se protéger réellement la vie, là, tout de suite. Vous disiez tout à l'heure, au moment où je lançais la vidéo, que vous faisiez plus d'interventions l'été que l'hiver. Oui. Ça pourrait paraître contre-intuitif, comme l'hiver, il y a tous les sports d'hiver, le ski et tout ça. Mais l'été, il y a énormément de sentiers de randonnée, de randonneurs qui n'ont pas besoin d'être en haute montagne avec beaucoup de matériel. Il y a les via ferrata, il y a les canyons, il y a beaucoup de choses. Il y a tout le côté alpiniste qui amène aussi du monde. Oui, on a des millions de personnes qui font de la randonnée à pied l'été. Et la randonnée à pied, ça peut être des grosses entorses, ça peut être des fractures de jambes, ça peut être je tombe, je débaroule dans un pierrier, et puis un peu comme ça, mais sans les chutes de pierre. Et puis finalement, je me fais mal un peu partout, et puis jusqu'au plus grave. Donc il y a énormément de monde en montagne, et statistiquement, plus j'ai de monde, plus je peux me faire mal, et plus je peux me faire mal, plus on a besoin de nous. Donc on fait énormément d'activités l'été, oui. Parapentiste, pardon, j'ai oublié tout ce côté FFVL, Fédération Française de Vol Libre, donc il y a plein de sports là-dessus, donc oui, on a beaucoup plus d'activités l'été. Vous parliez de via ferrata, ouais. Cette fois, c'est une image un petit peu de via ferrata. Il y a le côté un peu spécifique de la via ferrata qui fait qu'on est à flanc de falaise, ouais. Pas forcément de zone d'appui très simple pour l'intervention. Vous, quand il y a un accident que faire quand on est en via ferrata en termes de sécurité pour les personnes qui nous regardent ? La règle d'or, c'est déjà d'avoir le matériel adéquat. Un matériel de via ferrata avec le casque, bien évidemment, les mitaines, parce que les câbles abîment vite les mains, et puis des bons mousquetons adaptés à la via ferrata, agréés pour la via ferrata, et surtout des longes avec des absorbeurs de choc. Pourquoi ? Parce que l'inconvénient de la via ferrata, qui a été banalisée, qui se veut une escalade aérienne, mais on n'a pas besoin d'être dans l'escalade pure pour prendre du plaisir dans la via ferrata, l'inconvénient, c'est que tous les câbles sont en fer, ils ne peuvent pas, eux, absorber une chute, comme le ferait une corde avec une capacité d'élasticité lors d'une chute de quelqu'un qui grimpe et qui pourrait s'asseoir dans son baudrier s'il est bien assuré que la corde elle est prévue à cet effet. Là, par contre, le facteur de la vitesse, du poids, si vous n'avez pas en plus tous ces facteurs d'absorbeurs de choc, le terme est juste, ça peut très rapidement vous casser des vertèbres, vous faire très mal. Parce que quand vous tombez, vous avez les clameaux, les échelles, vous pouvez vous mettre les jambes dedans. Si vous lâchez tout, vous faites 2-3 mètres jusqu'à la queue de cochon précédente, ça vous arrête d'un coup et comme vous êtes sur câble, c'est vous qui prenez le choc.
Donc c'est très compliqué. Il faut jamais avoir une rupture d'assurance. C'est-à-dire que d'ouvrir les 2 mousquetons pour les placer au-dessus ou d'en mettre qu'un sur la main courante et qu'arriver en haut, ce soit celle-là que vous ouvriez pour le glisser à côté, il y a une rupture d'assurance. Il faut toujours qu'il y ait au minimum un point posé sur le câble. Ça vous évitera que si vous êtes déstabilisé à ce moment-là, malheureusement, de finir en bas. Donc il faut vraiment respecter ça. Après, c'est surtout ne pas se surestimer. On voit vraiment des gens qui font des via ferrata très compliqués, ce qu'on appelle des ED, extrêmement difficiles. Généralement, c'est avec un dévers vers le haut. Et ce sont des gens qui n'ont pas trop l'habitude, qui font pas trop d'escalade, qui savent pas trop se reposer sur les échelles. N'hésitez pas à mettre une dégaine sur votre pontée et puis de venir chercher de temps en temps le clameau au-dessus et puis de vous asseoir dedans tout en gardant les 2 longes sur la main courante. Ça va vous permettre de vous reposer et puis pas de vous péter les bras à chaque fois. Et quand vous en êtes là, moi j'ai connu des gens, ils ont mis 2, 3, 4 heures à passer un surplomb. Vous êtes complètement épuisé, puis quand je suis épuisé, je suis plus lucide. Quand je suis plus lucide, je risque vite de faire des bêtises, et si je fais des bêtises, par contre là l'accident il peut être vite dramatique. Donc faire très attention, c'est très ludique, c'est très rigolo, il y a des ponts de singe, mais c'est comme tout, si vraiment je mets le curseur trop haut, et que du coup je me retrouve complètement dans le rouge, et que j'ai plus la faculté de réagir là-dedans, ça peut être dangereux. Donc il faut vraiment, et puis surtout les gens, c'est surtout aussi de prendre une bouteille d'eau. On ne comprend pas qu'on puisse passer 2, 3, 4 heures, et en plus en perdant de la lucidité, on est dans l'énervement, dans l'excitation, on est dans la colère, on a passé du jus à essayer de passer un petit surplomb depuis 10 fois, on a soif, si on ne boit pas et qu'on n'a pas un petit bout à manger, on repère encore un peu ça, et on va vite au drame. Donc pas hésiter à rester dans ses prérogatives, dans quelque chose de pas trop dur au début, bien comprendre, se faire son expérience, et puis après, alors on a le droit de tricher, on vient faire un tas, de mettre la petite dégaine sur le clameau du dessus, sur l'échelle du dessus, c'est pas bien grave, du moment que vous tombez pas et puis que vous faites pas appel à nous, moi tout me va. Dans le parfait respect des règles de sécurité. Et vous, du coup, dans ces interventions, est-ce que les via ferrata, ça fait partie des interventions délicates que vous avez à gérer ? Alors oui, parce qu'on sait pertinemment que là, on va se retrouver pendu dans le vide. Ça sera forcément des cordes à mettre en place pour aller récupérer quelqu'un. On le voit bien sur la photo. Il y a une perche. Et il y a des cordes, une double corde pour être relié à un relais. Et puis tout treuillage, là le treuiller ça sera très compliqué. Ça le fait mais ça va être compliqué. Il va falloir récupérer le crochet avec le surplomb qu'il y a au-dessus. Il va falloir que le mécanicien vous donne du ballon. Donc il joue comme à la fête foraine, vous envoyez le crochet. Quand vous le réceptionnez, il faut vite le filer et le donner à la perche. Et puis après, au moment où on va clipser la perche pour l'extraction, il va falloir qu'on mette en place aussi un système pour, si je me défais, la perche, elle va faire un énorme ballon et potentiellement, elle peut peut-être revenir aussi contre la paroi. Donc, il va falloir la guider et puis la laisser partir tranquillement à l'aplomb de l'hélicoptère et quand il sera à l'aplomb, être repris par l'hélico. Mais la manip qu'on a mis en place sur la paroi, il faut qu'elle soit très courte et qu'elle soit débrayable parce que si jamais la machine a un problème et qu'elle doit partir, il faut que ce qu'on a mis là, on puisse le défaire tout de suite parce que sinon la machine, elle peut partir au tas et ça veut dire qu'elle pourrait potentiellement rester accrochée à cause de nous. Et là, c'est plus la même limonade et la machine, elle peut tomber au sol. Donc c'est très technique de faire un secours en via ferrata parce que tout de suite c'est des surplombs, il y a de la ferraille de partout, c'est tout de suite des manips de cordes et potentiellement pour extraire quelqu'un c'est un peu plus compliqué. Mais ça se fait bien, avec l'entraînement, le drill, ça se fait bien. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir évidemment un suraccident par rapport à un mélange d'événements? On avait vu des chutes de pierres et on avait vu via ferrata un mélange de plusieurs... Le suraccident, il peut arriver dans toutes les circonstances. Dans une forêt, on est allé récupérer des gens, il y a des arbres qui sont tombés à côté, on a des collègues CRS malheureusement qui ont pris un arbre contre la figure, ça aurait pu être dramatique, ça l'a été quelques fois malheureusement. Le suraccident, il peut arriver n'importe où. Le suraccident, c'est pendant que vous gérez un accident, c'est une cause supplémentaire qui peut arriver aux secouristes ou aux gens qui sont à côté de vous. Donc ça peut être une nouvelle chute de pierre, ça peut être des arbres qui tombent, il y a plein de choses. Ça peut être, et du coup, ça peut aussi tenir du matériel que vous utilisez. L'hélicoptère, il peut malheureusement potentiellement avoir un accident. Les pales taper la paroi.
tout amener, oui, tout peut amener un nouvel accident dans l'accident. Oui, potentiellement, ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé, assez rarement au vu du nombre de secours qu'on fait, mais c'est pas anodin et c'est jamais facile. Un dernier extrait vidéo, cette fois c'est une chute dans une crevasse. Stralorn. Je vois bien où il est. Alors beaucoup de chance. Hein. Il est resté bloqué là, il se tient encore un peu à l'extérieur. Il a son ski gauche, il doit avoir une énorme pression dessus parce qu'il est bloqué sur un bout de glace à gauche. Et ben voilà, malheureusement, ça va qu'il y a énormément de neige en bas, hein, mais ça peut être dramatique. Une crevasse est potentiellement très compliqué à gérer. En plus, si vous rajoutez du mauvais temps, si vous rajoutez qu'il est seul, que les gens vont se rendre compte en bas que leur copain, comme là, il est plus là. Donc il va falloir remonter, il va falloir rechausser, remettre les pots. L'alerte, on ne sait pas tout à fait où ça se passe. C'est compliqué. Et puis, on tombe dans un endroit où c'est 2 blocs de glace de chaque côté. Et à chaque fois qu'on tape une paroi, on peut se faire très mal. Et en bas, c'est souvent un entonnoir. Et on ne sait pas, hein, des fois, il y a des crevasses à 30, 40, 50 mètres, des fois plus. Donc la chute est complètement dramatique. Et là, vous êtes enfermé dans un frigo. Donc le temps que vous allez passer là-dedans, par contre, là, on voit tout de suite le monsieur, j'allais dire, il est équipé. Il s'est fait avoir sur le pont de neige qui a cédé. Mais par contre, on voit tout de suite qu'il a le baudrier. Sur son baudrier, il a une broche à glace. Donc il est déjà en train de la prendre. Il a planté vite fait son bâton, peut-être pour éventuellement se faire une petite traction dessus pour mettre la broche. Donc il est déjà en train de préparer le relais qu'il va mettre en place pour se sécuriser. Donc là, il est encore conscient. A priori, il n'est pas blessé. Ou s'il l'est, c'est pas grand-chose. Donc il va mettre une broche, il va se clipser dessus et puis là, il va attendre. Alors, comme il n'a pas de corde qui est vers le haut, c'est très compliqué de sortir tout seul. Donc du coup, là maintenant, ça va être combien de temps il est en capacité d'attendre en fonction de la gravité de son bilan. Donc là, oui, c'est dramatique, les crevasses. Pas tout le temps, mais ça peut l'être. Et c'est pas simple à mettre en place. Là, il fait beau. Là, l'hélicoptère peut venir. Là, les gens sont des témoins qui vont donner tout de suite une pente. Donc, ça sera simple. En hélicoptère, quand vous allez arriver, vous allez relativement vite voir les crevasses qui existent déjà, le trou, grosso modo, où il est tombé. Et de toute façon, vous verrez les traces de ski qui arrivent sur le trou. Et puis, il n'y aura aucune trace de sortie. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait le trou, qui a sauté, ou le trou existait, il l'a vu au dernier moment. Donc on va d'abord focaliser notre attention là-dessus en fonction des renseignements qu'on a. Et là, la problématique aussi, c'est que quand on arrive, la crevasse, elle peut être très longue. Donc ça veut dire qu'il va falloir que nous, on sécurise la zone au-dessus, qu'on teste tout le manteau neigeux, savoir s'il n'y en a pas une deuxième pour éviter le suraccident, comme vous me posiez tout à l'heure la question. Mettre des grands puits à neige, relier, mettre une main courante, travailler sur la main courante pour que si un des secouristes passe aussi le pied ou passe dans une crevasse, il soit récupéré par un relais pour éviter de tomber au fond. Et après, c'est faire un relais, descendre une perche, descendre d'abord un secouriste, faire le bilan en fonction, on regarde comment on le monte, s'il est blessé, on descend la perche, on met en place plein de choses. On a un système de poulies qu'on vient mettre devant, un système de balance qu'on vient mettre devant avec un système de ferraille qui est capable de se porter et de revenir au-dessus pour être vraiment à la verticale du trou. Une avancée, on dévie entre guillemets le point de relais. Donc il y a plein de systèmes. Mais tout dépend aussi de l'état de la victime. Comme dans beaucoup de facteurs, en fait, la stratégie ne sera jamais la même. On a des protocoles de travail dedans, mais en fonction du bilan, il faut qu'on travaille plus ou moins vite, avec plus ou moins de matériel. Si la personne n'a rien, là, on va lui clipser le baudrier, on va la faire remonter. C'est nous qui allons mettre en place un système de mouflage et on le remonte et tout va bien. S'il est blessé, ça sera un peu plus compliqué. Et qu'est-ce que vous conseillez aux personnes donc, qui font du ski et qui... est-ce qu'il y a une manière peut-être de détecter ces crevasses ou... Là, ça semble compliqué. Il y a pas au tout début, il n'y a pas de signe tout de suite avant-coureur. On pourrait se dire qu'il y a un léger plat
sur la gauche, juste derrière l'autre skieur, et que potentiellement, peut-être, ça fait ça. Après, généralement, une crevasse, elle est toujours, par rapport à l'axe de plus grande pente, elle est quasiment tout le temps perpendiculaire, et elle est plutôt dans les extérieurs, dans les intérieurs d'un glacier qui tourne, et dans les extérieurs, parce que c'est là où les forces, elles se mettent plus en action, il y a plus de friction, ou justement, il y a plus d'accélération de glacier. Après, elles peuvent être partout, mais généralement, quand on sait ça déjà, on privilégie de skier face à la pente plutôt que de venir et d'être, nous aussi, du coup, parallèle à une crevasse et perpendiculaire à l'axe de plus grande pente. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé. Il est revenu un peu plus sur sa droite et il s'est retrouvé presque perpendiculaire. Et là, peut-être que ces skis passaient de part et part en part de la crevasse sur ce pont de neige, et ça aurait eu moins cet aspect où il aurait chuté. On n'en sait rien, mais globalement ça peut. Mais par contre, le fait de devenir vraiment perpendiculaire, il est venu dans l'axe, et même si vous avez que 30 cm de largeur, du coup, potentiellement, vos skis, vous cassez le pont et puis vous tombez. C'est ce qui s'est passé. Pour terminer, peut-être d'abord votre rapport à la montagne. Est-ce que vous pouvez peut-être dire comment il a évolué par rapport à ces années au sein du PGHM? Est-ce que vous voyez la montagne différemment après tous ces secours? Pour moi, oui. Oui, je vois la montagne d'une manière complètement différemment. Moi, je suis guide et moniteur de ski, et quand j'ai arrêté le PGHM, tout le monde m'a dit donc tu vas bosser en tant que guide et moniteur. Non, je suis parti dans complètement autre chose, pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien les challenges, et puis j'avais envie de me confronter un peu au monde civil, et du coup je suis devenu salarié en commerce dans un système pour construire des maisons, donc rien à voir avec le milieu de la montagne. Et la montagne m'a malheureusement, elle m'a apporté beaucoup, mais elle m'a malheureusement dans les dernières années beaucoup pris, et j'ai enterré beaucoup trop d'amis en montagne pendant un laps de temps très court, 1 an et demi, à peu près 17 amis en montagne, guide, moniteur de ski, pas forcément en PGHM, mais ce monde de la montagne dans lequel vous traînez tous les jours, vous rappelle à l'ordre tous les jours. Et à un moment donné, c'est un alignement des planètes, c'est plein de signes du destin qui vous disent le prochain, peut-être que ça va être toi. Moi, j'ai encore souvenir que j'ai fait des stages, et on allait boire un café dans un bar à Chamonix, et par deux fois, les 5 autour du café, je suis le seul survivant de ces 2 tables. Donc ça me prend beaucoup, donc j'ai voulu arrêter la montagne et y revenir, parce que forcément maintenant elle me manque, parce qu'il y a aussi le côté joie, plaisir, et de ce qu'on va chercher réellement là-haut. Aujourd'hui, je le fais d'une autre manière. Aujourd'hui, j'essaie d'y mettre un vrai sens. J'y vais très peu souvent, mais par contre, j'y vais avec des bonnes personnes, des clients que je connais depuis très longtemps, avec une vraie notion de partage, avec une quête. Qu'est-ce qu'on va vraiment chercher là-haut? Et puis du coup, on n'hésite absolument pas, quand c'est pas en condition, quand il fait mauvais, ou qu'on n'a vraiment pas envie ce jour-là, de le dire à ses clients. Et inversement, on est passé dans un système où même les clients me disent non mais là je suis pris, le boulot me prend la tête, même si j'ai besoin de me faire du bien, je suis pas dedans, on n'y va pas. Ok, c'est pas mon activité principale, j'y vais de temps en temps. Donc oui, je travaille d'une autre manière, avec un vrai sens derrière. Et par contre, si je n'y vais pas, ça me manque beaucoup moins qu'avant. Ça me manque un peu, mais ça me manque beaucoup moins qu'avant. Donc oui, ma façon de voir la montagne a évolué. C'est très beau, c'est magnifique, il faut y aller. Elle est en train d'évoluer sur un système, et moi j'ai évolué de mon côté en tant qu'être humain, et la montagne a évolué avec le réchauffement climatique. J'y ai peut-être moins ma place qu'avant, mais par contre je la respecte. Je suis très très heureux d'avoir été à ses côtés pendant ces années. Voilà, c'est un choix. On a toujours le choix dans la vie, donc je le fais un peu de manière décalée, un peu avec plus de distance, ce qui me permet aussi, quand j'y retourne, de prendre énormément de plaisir, et que si j'y étais tous les jours, j'en aurais peut-être moins. Donc j'essaie de garder cette notion-là pour que derrière, je conserve cette capacité à y retourner sans arrière-pensée. Vous parlez de la notion de quête en montagne. Selon vous, qu'est-ce que l'on peut chercher justement en montagne? Un dépassement de soi, une altitude, parce qu'il y a une relation entre je m'élève dans la montagne et je peux aussi m'élever de manière sociale, de manière intellectuelle, de manière physique. Plus vous allez en montagne, c'est quand même un endroit qui est assez compliqué, physiquement, avec l'altitude que vous cherchez, techniquement, avec les cascades de glace, les goulottes, le ski de randonnée, si vous voulez vraiment vous faire mal, vous pouvez y aller avec le dénivelé et la vitesse d'ascension.
c'est un challenge pour compétiteurs, c'est un challenge pour compétiteurs de la vie. Et on peut aussi, c'est ça qui est bien en montagne, c'est y aller à son rythme, mais trouver une forme de spiritualité en montagne, le sommet, se rapprocher des gens qu'on a peut-être perdus, se dépasser, trouver un sens à aujourd'hui, le fil conducteur, vaincre une maladie. J'ai vu un film il y a pas très longtemps qui s'appelle Fuck History. C'est un pompier à qui on diagnostique un cancer du pancréas, je crois, et à qui on lui donne 6 mois à vivre. Et un très bon sportif, et il décide de se remettre en selle pour en refaire encore plus du sport. Il va au sommet du Mont Blanc, donc il dépasse un petit peu sa maladie. Il y arrive. Quelques temps plus tard, il est sélectionné au championnat du monde de course à pied. Il est champion du monde du 400 et du 1500, je crois, ou vice-champion du monde. Mais en tout cas, il est champion du monde dans une des catégories. Et en fait, on s'aperçoit que la montagne l'a aidé à repousser ses problèmes. Il a gagné 2 ans de survie. Malheureusement, à la fin, il décède. Mais cette quête-là, elle est forte. Elle est forte de sens. C'est intéressant. On trouve ce que l'on a surtout envie de trouver en montagne. Ce que vous cherchez, chacun est différent. Si vous le trouvez là, c'est que vous êtes au bon endroit. Vous avez quitté la gendarmerie et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quelle est votre activité après toutes ces années en gendarmerie? Alors, j'ai une activité principale pour l'instant sur laquelle je continue à travailler un peu dans les maisons passives. Je commercialise un produit pour construire des maisons très évoluées dans le cadre de l'isolation. Parce que ça me plaît, parce que c'est surtout qu'il y a un vrai réchauffement climatique, que les maisons en font partie. Et aujourd'hui, le fait d'avoir auto-construit la mienne, dans laquelle je suis, me permet de bien regarder mes consommations, l'impact sur la planète, etc. Donc il y a un sens aussi là-dedans. Sinon, le reste du temps, je travaille beaucoup en coaching d'entreprise. Je suis coach, je fais de la préparation mentale de rugbyman au club de rugby d'Annecy, de sportifs de haut niveau qui vont aux Jeux Olympiques dans quelques années, en 2024 à Paris, de gens qui veulent juste se dépasser, et surtout d'entreprises. J'essaie de transférer le rapport qu'il y a dans la machine et d'amener ces valeurs-là et l'optimisation de cette performance qu'on a eue pendant des années, sur quoi on s'est basé pendant toutes ces années, et pourquoi c'est la réussite du secours en montagne et comment on peut le transférer au sein des entreprises. Cette équipe que j'ai voulu mettre en avant de 5 personnes qui sont complètement différentes, il y a un pilote, un mécanicien, un médecin et 2 secouristes, avec des identités de vie différentes et puis une formation, une expertise différente. Comment ces gens-là analysent le terrain ensemble, se parlent, communiquent, co-construisent ensemble, prennent les problématiques de chaque personne pour trouver tout de suite la meilleure stratégie qu'il y a à mettre en place, et pas 25 fois on essaye, des essais-erreurs, on y arrive tout de suite du premier coup, parce qu'on a la force de l'habitude, parce qu'on s'appuie sur des process, et finalement on optimise l'objectif, on optimise la mission qu'on s'est fixée, un peu comme une entreprise qui cherche une augmentation de chiffre d'affaires, qui cherche un aspect humain, une cohésion de groupe, et voilà, on essaie de s'appuyer là-dessus pour leur transmettre tout ça au sein de leur entreprise. Et dernière question, parce que vous êtes venu pour parler par rapport à votre livre, où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Il est en vente dans toutes les librairies, quasiment toutes les librairies. Il est en vente Fnac, Amazon, De Citre. Il est en vente un peu de partout. Il est aux éditions Nimrod, donc il couvre une grosse partie quand même du territoire. Donc il est vraiment en capacité d'être lu par tout le monde. Le but vraiment, c'est d'expliquer l'aventure humaine qu'on vit dans cet hélico, mais ça peut très bien être la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille, un service d'urgence et de réanimation quelque part qui serait obligé de travailler en commun pour sauver la vie de quelqu'un. Oui, il y a les dangers objectifs, oui, il y a la montagne, oui, il y a le treuil, oui, il y a la porte, oui, il y a des émotions avec l'altitude, oui, parce que ça en fait partie, mais c'est pas que de la montagne, que de la technicité. On a vraiment essayé de faire un livre fluide, qui se lit bien et qui met vraiment le cœur de l'action dans le groupe, dans les émotions, la peur, les joies, les choix, les stratégies, et comment on accepte de temps en temps d'avoir peur, comment on accepte de se dire que là aujourd'hui, peut-être qu'on ne rentrera pas ce soir, et de se mettre en danger pour aller chercher une victime, un humain qui a vraiment besoin de nous. Éric Meunier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur VA+.